Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo interview de Steven Giron, un expert de la location courte durée. Bienvenue Steven. Bien, merci à toi, Julien, de me recevoir sur ta chaîne. Ah ben, c'est un grand plaisir. Alors, on vous fait cette petite vidéo interview parce que on est en pleine saison en location courte durée. Ça marche relativement bien, j'imagine pour vous. Pour moi, ça a relativement bien marché. Et par contre, en pleine saison, pas mal de galères aussi, pas mal de petits problèmes techniques à résoudre de mon côté. Euh, on cherche toujours à maximiser et à augmenter la rentabilité et à optimiser ces locations courte durée. Et c'est pour ça je voulais vous faire cette petite vidéo interview de Steven, parce que Steven est un expert en location courte durée. Donc, je suis sûr que tu as pas mal de pépites à nous partager pour faire évoluer les lecteurs ou les auditeurs de cette chaîne qui veulent investir en location courte durée. Sur la stratégie que je mets en place ou sur un appartement en courte durée de manière classique, ça sera totalement applicable aussi. Donc, pour ce faire, on va faire quelques petites questions. Et est-ce que déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, Steven, tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours personnel, ton parcours pro, ton parcours d'investisseur. Et après, on ira un peu sur les investissements que tu as déjà mis en place, tes conseils, tes recommandations, les galères. Voilà. Donc, déjà, tu peux nous dire un peu plus à ton sujet? Ok, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Steven Giron, donc je suis originaire du sud-ouest de la France, donc je suis actuellement basé sur la côte basque. Donc j'ai investi dans l'immobilier, donc à but de faire de la location courte durée. Donc euh, j'ai un parcours assez atypique, assez particulier, parce qu'à la base, donc avant de faire cette activité, j'avais une activité qui avait rien à voir avec ça. Donc en fait, je suis ancien sportif de haut niveau. Donc j'ai fait du foot pendant quelques années, j'ai vécu de cette activité jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu en fait un accident de voiture qui a mis fin à ma carrière. Donc à partir de là, il fallait me reconstruire, retrouver un nouveau centre d'activité. Et c'est de là que j'ai découvert un peu le monde de l'immobilier. Donc c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai pas mal cherché, creusé. Ça a duré au moins 2, 3 ans avant que je découvre ce système d'investissement immobilier. Donc, je suis passé par un peu tout. Enfin, après cet accident, justement, j'ai cherché à me reconstruire parce qu'aussi, faut savoir que j'ai pas passé de diplôme forcément. J'avais pas non plus cette volonté d'être salarié, de faire des 8 heures, 18 heures tous les jours. C'était pas du tout dans mes objectifs de vie. Et voilà, c'était une reconstruction. J'ai essayé de reprendre des études. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Et voilà, en cherchant, en creusant, donc je suis tombé un jour sur une vidéo YouTube sur une vidéo dans laquelle un investisseur partageait comment il était devenu rentier, indépendant financièrement grâce à l'investissement immobilier et notamment par rapport à la location courte durée. Donc à partir de là, c'était vraiment un déclic dans ma tête. Je me suis dit voilà, je vais me lancer. Je partais vraiment de rien, de zéro. Quand je dis que je partais de zéro, c'est vraiment rien. J'étais au RSA, j'ai pas de revenus. Je vivais chez ma mère à l'époque. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, donc je vais me lancer le défi d'investir dans l'immobilier le plus rapidement possible. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des CDI. J'ai pris 2 CDI à mi-temps. J'avais repris un peu le foot, donc j'avais fait complément de revenus. Comme j'ai dit, mon objectif c'était de trouver un investissement qui rapporte le maximum de revenus tout sans être forcément dépendant de cette activité. Et en faisant des recherches, des offres, des recherches, des offres, je suis tombé sur un appartement justement. Donc l'appartement que je vais sûrement développer, que j'ai divisé en deux pour l'exploiter en location courte durée. Donc en fait, tout simplement, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, d'identifier ce qui marchait pas, et d'aujourd'hui développer cette expertise parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce bien que j'ai cherché à optimiser, qui me permet aujourd'hui d'avoir cette activité de consultant spécialisé dans la location courte durée. Donc j'accompagne aujourd'hui des propriétaires, investisseurs, également des conciergeries dans l'optimisation de leurs biens en location courte durée. Et D'accord. aujourd'hui, je me qualifierais justement comme plutôt un entrepreneur de l'immobilier plutôt qu'un investisseur de l'immobilier. Parce que j'ai plusieurs casquettes, on va dire, autour de l'immobilier. Et mon cœur d'activité, c'est vraiment toute la partie stratégie d'optimisation, toute la location courte durée. D'accord. Donc aujourd'hui, euh, t'as combien de biens alors? Là, aujourd'hui, j'en ai deux, du coup. Donc, c'est La issu de ma vie. division. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, ce que j'ai Et fait, justement.
Justement, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de chercher à multiplier les investissements immobiliers, comme on pourrait, voilà, Ouais. avoir l'habitude de voir si on veut devenir vite Mm. rentier, moi j'ai cherché à investir, diviser le mien du coup, et l'exploiter à son plein potentiel, vraiment me spécialiser à fond là-dessus et en sortir les meilleurs résultats. Et ça, c'est très intelligent parce que ben, souvent, même moi, j'ai fait l'erreur de se dire on va enchaîner les biens pour arriver à remplacer son salaire. Et c'est une erreur parce qu'en fait, il faut mieux prendre un investissement bien réfléchi et l'exploiter au maximum pour diminuer son encours et être d'autant plus profitable et minimiser les risques plutôt qu'avoir plus on a de biens, plus on a d'encours, plus on a de risques. Donc là, toi, c'est bien parce que dès le départ, tu as eu la stratégie, la bonne stratégie en fait. Donc, tu es parti sur donc cet achat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur les conditions, le coût, les travaux, est-ce que la division, parce que du coup, tu es en copropriété, comment tu as fait pour arriver à faire la division? Quel type de division? Yes. Ok, donc sur ce projet, donc faut savoir que moi j'ai investi dans un secteur où le prix de l'immobilier est assez cher. Donc j'ai fait une super bonne affaire sur cet appartement. Je suis tombé sur un appartement donc de 58 mètres carrés. Il y avait 2 places de parking et un garage. Et là où j'ai fait une super affaire, c'est que je l'ai eu au total 135 000 euros le prix. Il y a eu 10 000 euros de frais de notaire et division, j'en ai eu division, travaux tout compris, 55 000 euros de travaux et 5 000 euros à peu près de meubles. Donc un projet total aux alentours de 200 000 euros. Et donc voilà, comme j'ai dit, hein, sur cette acquisition, mon objectif c'était de pouvoir maximiser ma renta. Et donc je sais plus exactement, excuse-moi, c'est juste par rapport à Ouais, ta question, c'était comment je me suis ouais, lancé la non, mais division. le coût, donc du coup, là, ça fait 200 000 euros, ça doit faire une Ouais, mensualité à 900, je suis à 850 de mensualité parce qu'à l'époque j'étais voilà, crédit, les taux ok, étaient à 2%. ok. Je suis à 850 de mensualité. Donc si tu le loues, si tu loues chacun en location longue durée, tu vas les louer. Du coup, ça fait quelle surface par appartement et quel loyer en longue durée? Alors, surface par appartement, j'ai un appartement de 34 et un de 20 mètres carrés et un sas commun en fait voilà qui compense. En longue durée, chacun individuellement, il y en a un je pourrais louer, je pense 600 et l'autre aux alentours de 500, un peu plus de 500, Ouais. je pense. C'est là qu'on voit le pouvoir de la division, parce que si cette surface de 55 mètres carrés, t'as dit, tu l'aurais loué de manière traditionnelle, Ouais. euh, Non, j'aurais été bien au-delà. J'aurais fait, ouais, à l'année, ça aurait été du 700, ouais. 750 peut-être. Donc, si tu le loues de manière traditionnelle, ça te rembourse même pas la mensualité. Bon, travaux de division inclus, on est d'accord, mais allez, ça doit peut-être s'équilibrer avec la mensualité. Et là, le fait de le louer en longue durée sur les deux appartements, ben déjà, ça s'autofinance et ça dégage déjà du cash flow en longue durée. Donc, c'est une très bonne affaire. Et Ouais, tu valides les bases en fait de l'investisseur qui ne prend pas de risque. Et en fait, la beauté de l'opération, c'est que tu as réussi à le faire dans un appartement sans forcément prendre l'immeuble, sans forcément prendre la grosse maison à diviser. Donc, ça peut aussi marcher dans un appartement. Après, est-ce que tu considères que tu as eu de la chance ou est-ce que la négo, parce que tu as dit que tu as acheté au bon prix, est-ce que le prix normal d'une telle surface aurait été combien ou est-ce que c'est chanceux? Est-ce que c'était dans un marché précédent avant? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? ouais. Alors, par rapport à cet investissement, donc, faut savoir, donc, dans le secteur où j'investis, les prix varient du simple au double, voire triple suivant l'emplacement. Donc, faut savoir qu'il y a la plage pas très loin. Moi, je suis pas du tout à proximité de la plage. Quand je dis pas du tout, enfin, je suis à 10-15 minutes en voiture, par exemple. Donc au niveau des prix de l'immobilier, par rapport au type de bien, par rapport au secteur, des fois rien que par rapport à la rue, ça varie du simple au double. Et par rapport à l'emplacement, c'est là où c'est important d'identifier vraiment la stratégie et l'objectif de mise en place. Moi, dans mon objectif de location courte durée, l'emplacement c'est l'emplacement idéal. Je satisfais bien aussi bien du voyageur qui veut se rendre à la plage que du pro qui veut venir passer un séjour qui doit venir pour affaires et passer quelques jours. Donc ça a été réfléchi dans le sens là.
Ça a été une D'accord. super affaire dans le sens où aussi, là, donc j'avais négocié, j'ai fait une petite négo dessus. Et justement, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que le prix du bien, il était à 145 000 à la base. Donc j'ai fait une offre à 135. Et en fait, l'agent immobilier m'appelle pour me dire qu'il y a une offre au prix. En fait, il y a une offre au prix, mais la propriétaire a préféré prendre son offre à lui, qui était en dessous, tout simplement parce que c'était son interlocuteur direct. Alors qu'à la base, celle qui avait fait l'offre au prix était passée par une autre agence. D'accord. Ouais, ben, Voilà. hmm. Donc c'est comme ça que j'ai eu ce bien. Et faut savoir que ouais, dans ce type de secteur, ce type de bien, là je l'ai eu à peu près à 2003 du mètre carré. Mais c'est minimum, en général, c'est dans le minimum 3 000, voire 3, 4, 5 000 du mètre carré sur les endroits. D'accord. Ok. Donc, une très belle affaire. Une très belle affaire. Et peut-être dernière question avant de parler plus de location courte durée. Euh, mais du coup, pas de souci avec la division et la copropriété? Alors, division copropriété. Donc déjà, j'ai fait valider ce projet de division avec mon artisan. Donc justement, quand j'ai cherché sur ce projet d'investissement, au début, j'étais pas forcément parti pour une division. Je réfléchissais peut-être rajouter une chambre. Après, par rapport à la configuration du bien, qu'il était traversant et tout ça, par rapport aussi aux évacuations, il y avait la possibilité de le diviser. Donc on a validé ça. Et du coup, par rapport à la copro, ça a été pas facile. Ça a été pas facile. Même si je suis dans une copro, c'est une copro bénévole, mais j'avais des voisins assez particuliers. Donc au début, je ne le savais pas. Hein, c'était très très gentil, très agréable et tout ça. Euh, je me rappelle plus si j'aurais vraiment parlé du projet de division. J'aurais juste dit que j'allais faire des gros travaux dans l'appartement, juste en dessous. En fait, ils étaient au-dessus. Et du coup, au début, ça se passait bien jusqu'aux travaux. Donc, où après, là, c'était chiant en fait. Enfin, ils faisaient souvent sur le chantier râler qu'il y avait du bruit, tout ça. Pareil, j'ai eu des problèmes au moment où je devais faire un trou sur la façade pour faire passer la VMC. Du coup, j'avais demandé l'autorisation parce qu'en fait, on est dans une copro, on est 4 copropriétaires et après, c'est réparti en tantièmes. Et du coup, enfin, ceux qui étaient du dessus, donc ils me faisaient un peu chier. Ils avaient presque la moitié des tantièmes pour la prise de décision et les deux autres, ils avaient le reste plus moi. Et en fait, j'avais demandé à mettre cette VMC sur le mur, sauf que bah, eux, ils étaient pas pour. J'ai demandé aux autres, aux voisins. Eux, ils m'ont dit bah ils s'en foutaient. Du coup, je l'ai mis quand même et enfin, voilà, ça c'est un peu foutu la merde entre nous, mais au-delà de ça, ça s'est bien fini par la suite. D'accord. Et bon, heureusement que c'était une petite, enfin, c'est quand même censément être plus facile en petite copro. Ouais. Et les compteurs électriques et tout, t'as réussi, t'as pas de, ça s'est bien passé? Ou est-ce que t'as Ouais, ça a un été. compteur ou deux compteurs, du coup? Alors du coup, c'est pas une division officielle. C'est pas une division officielle. Au niveau des compteurs, il y en a un principal du coup qui est distribué sur les deux. D'accord. Mais après, c'est pas forcément un souci dans la mesure où tu les exploites les deux en location courte durée. Euh, C'est ça. donc c'est ça de bien penser à son projet de A à Z. Euh, et à partir du moment où tu n'as pas de locataires qui peuvent demander des régulations de charges, etc., ben, ou qui vont pas avoir besoin de savoir combien est-ce qu'ils ont payé d'électricité, la courte durée, ben, ça résout cette problématique-là. Ok, bon, très, très bien. Et ça, du coup, ça fait combien de temps qu'il est en exploitation et tu l'as mis directement en courte durée? Et alors, ça a été quoi après? Quand est-ce que tu l'as mis en exploitation et ça a été quoi les phases de développement de la montée en puissance en fait de ces investissements en courte durée? Ok. Donc le bien a été acheté en août 2016. Le temps de faire les travaux, tout ça. Il a commencé à être exploité en début 2017. Et justement, durant toute cette phase-là, bah, je me suis préparé. Hein. Je connaissais rien à la location courte durée, donc le but c'était de partir avec les meilleures armes possibles. Donc je me suis formé à voilà tout ce qui était mis en place de stratégie pour avoir des bons résultats avec la location courte durée. Et du coup, quand je me suis lancé, bah, j'ai eu des bons résultats en fait rapidement. Donc j'ai rapidement rempli mon calendrier. Euh, j'ai eu voilà quand je voyais les réservations tomber, voilà les notifications, je me suis dit voilà c'est énorme, c'est ce que je rêvais de voir quand je dormais. Je me réveillais le matin, je voyais les notifications de revenus tomber. J'étais voilà dans l'euphorie totale. Sauf que la limite, c'était de passer trop de temps sur la partie gestion, communication, pareil avec les synchros des plateformes, tout ça.
Et du coup, durant cette première année, à la fin justement de cette première année, je fais un bilan complet de mes locations. Et je vois qu'en termes de revenus générés, c'était plutôt intéressant parce que la première année d'exploitation, j'ai pu faire à peu près 33 000 euros de chiffre de revenus sur cette première année, sur les 2 appartements. Les deux Rien que par appartements. rapport, ouais, rien que par rapport à ça, je me situais dans la tranche moyenne haute de mon marché, parce qu'il faut toujours prendre en considération son secteur quand on parle de revenus générés. Et en termes de temps de gestion, par contre, j'y passais à peu près vraiment 15 heures par semaine entre ménage, linge, gestion de la Ouais. communication des voyageurs, etc. Et le but, c'était pas que je me fabrique un deuxième job. C'était vraiment pas ça l'objectif. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à chercher des solutions pour optimiser mes résultats. Donc, aussi bien sur la partie rentabilité que sur la partie optimiser la gestion, parce qu'en termes de renta, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs sur la tarification, même sur, tout simplement des stratégies de visibilité et tout ça. Et du coup, à la fin de cette année, après ce bilan, j'identifie que j'avais à travailler sur pas mal de leviers. J'en avais justement identifié 7 sur lesquels je vais pouvoir travailler pour booster ma rentabilité, améliorer ma qualité de service, mes résultats, et aussi optimiser la gestion de mes locations pour y passer le moins de temps possible. Donc pour y passer, vraiment, je voulais y passer le moins de temps possible. Du coup, Du c'était quoi coup, ces 7 leviers? alors, les 7 leviers que j'ai mis en place. Donc, le premier, ça a été autour de la décoration. Mes appartements, ils faisaient trop appart-témoin. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils étaient clairs et lumineux. Mais ils étaient, voilà, il y avait pas ce côté chaleureux, coup de cœur. Et c'est ce que je voulais apporter. Donc, ça, c'était la première chose, la décoration. Deuxième chose, c'était au niveau des équipements. Donc, j'ai eu pas mal de retours des voyageurs, comme quoi il manquait certains équipements. Le but, c'était de pouvoir de maximiser le confort, justement, des voyageurs. Et ça se joue souvent sur des détails. On n'y pense pas, mais ça peut être un grille-pain, ça peut être un couteau à pain, ça peut être vraiment n'importe quoi en termes d'équipement. Et le but, c'était vraiment de maximiser le confort de mes voyageurs. En fait, c'est très, très bien. Je te coupe, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en mode investisseur entrepreneur, là, pour que ça marche et pour que, avoir maximiser les locations, ben, il y a un processus d'amélioration continue à mettre en place. Et donc, à partir du moment où on commence à récolter des commentaires et un retour des locataires, ben, il faut, comme tu l'as très bien dit et fait, c'est retravailler sur les points négatifs qui vous sont remontés. Et ça, c'est un processus pratiquement permanent. À un moment donné, évidemment, on va avoir une phase où on remet à niveau sur tous les petits trucs qu'on n'a pas forcément pensé. Et ensuite, tout le retour des personnes, des voyageurs qui ont séjourné chez vous, eh bien, il faut le considérer, le traiter, le résoudre, l'améliorer de façon à arriver à améliorer sa machine à cash. Mm. Exactement. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est ça que j'ai travaillé, déco-équipement. Après, c'était aussi améliorer la qualité de service. Euh, donc, ce que je cherchais à faire, c'était améliorer vraiment ce côté rapport qualité-prix, que le client vive vraiment une expérience différente de ce qu'il vit ailleurs. J'ai donc travaillé les services. Après, ça a été toute la stratégie autour de mon offre, donc revoir la qualité de mon offre. Pareil au niveau des stratégies marketing à aborder, travailler aussi sur les annonces, les plateformes de visibilité sur lesquelles j'étais présent. Il y avait aussi tout un travail sur le côté tarifaire. Donc sur les tarifs, c'était pareil. Au début, je copiais les tarifs sur mon voisin d'à côté. Je regardais un peu ce qui se passait sur Airbnb et comme ça. Et je me disais voilà, si lui il a mis ses prix, je pense que s'il met ses prix, il connaît le marché, il doit louer comme ça. Donc je vais copier un peu et je vais faire un peu comme tout le monde, une moyenne, et je vais mettre mes prix là. Sauf que ça a été une erreur et à partir de là, j'ai cherché à moi me former vraiment sur la partie revenu management, mais vraiment les stratégies tarifaires à mettre en place pour maximiser ses revenus. Donc ça, c'était un gros point sur lequel fallait vraiment travailler. Pour moi, j'ai identifié. Pareil, après, c'était sur les stratégies d'optimisation, donc au niveau de la communication des voyageurs. Donc ça, c'était le sixième point. Ne plus avoir à échanger constamment avec les voyageurs, y passer le moins de temps possible, éviter cette perte de temps un peu futile. Donc c'était voilà, pouvoir mettre en place tout un système. Donc à travers le channel manager, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après. Il y a aussi la mise en place d'une équipe. Donc pour moi, si on veut exploiter ses biens et pouvoir être efficace, faut pouvoir mettre une équipe, ce que j'appelle une équipe de choc en place. Donc avec les bons prestataires, avoir un bon process, une bonne méthodologie pour que cette activité tourne vraiment efficacement. Donc voilà, ça c'est les 7 leviers. Et que tu n'aies pas la charge mentale parce que tu sais que
ça sera quoi qu'il arrive, entre guillemets, et on trouvera une solution ou l'équipe de choc trouvera la solution pour dépatouiller le problème. Hum, D'accord, très très clair. Et alors du coup, depuis 2017, est-ce que tu peux nous partager des anecdotes? Je pense à une notamment que j'ai vue récemment sur les réseaux, ou des galères que tu as pu avoir. Parce que avant de dire ça, déjà, est-ce qu'on peut euh, mettre en perspective la cash machine que tu t'es créée? Donc tu as dit 30 000, mais est-ce que plus ou moins est-ce qu'on peut faire une moyenne par an de ces cash machines ou en cash flow? Est-ce que tu sais en cash flow combien ça rapporte? Comme ça, on le met en perspective avec les galères que ça génère. Et ensuite, il est à nous de voir si chacun veut déléguer pour avoir moins de cash flow ou plus de cash flow et traiter les galères qui peuvent arriver. Alors, ce qui s'est passé, justement, bah, pour t'expliquer un peu justement les résultats que ça m'a permis d'avoir entre 2017 et l'évolution en 2018 et par la suite, c'est que 2017, en termes de cash flow, j'étais à peu près à 1000 euros par mois. Sauf que j'y passais du temps, en fait. J'ai changé mon temps contre de l'argent, c'était à peu près ça. Et 2018, en fait, je suis passé de 33 000 euros de revenus en 2017 à 46 000 euros de revenus en 2018. Et du coup, sauf que là, vu que j'avais tout délégué, etc., j'ai passé même pas une demi-heure par semaine sur le pilotage de mes locations. Et quand je dis une demi-heure, c'est vraiment, c'est plus de l'analyse de marché où je regarde un peu ce qui se passe, je réajuste tout ce qui est communication, etc. Au niveau des voyageurs, j'y passe peut-être 10-15 minutes grand maxi et encore. Et en termes de cash flow généré, c'est resté à peu près cohérent. C'est 1000 euros de cash flow à peu près généré, voilà, mais avec beaucoup moins de temps en échange. D'accord. Donc, par mois, 1000 euros de cash flow et tu délègues la majeure partie et tu gardes la partie pilotage, calendrier, prix, même pas réponse aux emails. Si jamais tu as un email d'une question qui est pas prévue, en fait, dans l'automatisme. Alors, ouais, à ce niveau-là, donc ce que je fais moi concrètement aujourd'hui, j'ai mis en place un système qui, moi, oui, c'est ça, c'est que je pilote toute la partie commercialisation, marketing, mise en avant des annonces et tout ça, c'est ma spécialité et c'est ce que je préfère faire. J'ai mis en place le système automatisé qui aujourd'hui permet d'échanger automatiquement avec les prestataires de services. Prestataires de services qui s'occupent du ménage et du linge. Donc voilà, après moi j'ai un système de check-in check-out en automatique avec des boîtes à clés. Donc j'interviens pas là-dessus. J'avais gardé de base tout ce qui est communication avec les voyageurs. Donc s'ils avaient des questions spécifiques et tout ça, ils rentrent en contact avec moi. Ça c'est une partie que je compte déléguer à terme, même si ça me prend pas de temps, mais c'est vrai que c'est toujours un peu une petite charge mentale. Ça me prenait vraiment pas de temps, hein. C'est juste que ouais, c'est ce côté un peu charge mentale que j'ai envie vraiment de me débarrasser totalement pour voilà, pour être tranquille. Donc ça va pas avoir une forte impact sur mon cash flow, ma rentabilité, mais en termes de charge d'esprit, je préfère voilà avoir même si je perds un peu en cash flow, Oui, c'est pas grave, je préfère au moins déléguer ça et être c'est tranquille. clair. C'est clair. Ok. Donc, tu es dans ta zone de génie. Donc, tu maximises les locations, 1000 euros par mois net, au prix de quelques galères ou pas, au final. Oui, bien Est-ce sûr. que... Ouais, je vais te partager quelques galères. Après, c'est des galères très récentes, mais c'est ça qui est assez particulier. Jusqu'à présent, si je me rappelle, j'en ai pas trop eu. En termes de galères, vraiment, c'est même pas des galères, j'ai envie de dire. Si c'était des gens si, une fois, des gens ont perdu des clés. Ça arrivait une fois. Sinon, c'est l'appart laissé très sale. Ça arrivait peut-être 2 fois en 4 ans. Vraiment, qui dégrade le bien. Et quand je dis dégrader le bien, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment juste sale, hein. Ils cassent rien. Les gens cassent rien en général, ils sont respectueux, donc j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Dernier souci, bon, pire galère que j'ai eu, et c'est ça qui est énorme, c'est que je l'ai eu. En réalité, c'est que peut-être que toi t'avais vu une fois, mais je l'ai eu 3 fois, je crois, en l'espace. Ah, j'ai eu qu'une fois, ouais. Je vais pas te montrer à chaque fois. 3 fois en l'espace d'un mois. En fait, c'est que j'ai mis en place un sani-broyeur et du coup, problème avec le sani-broyeur, donc il s'est retrouvé bouché. Et les toilettes remplies littéralement de merde du coup et obligé d'y mettre la main à la pâte. Donc voilà, c'était ça le plus gros des galères. Mais au-delà de ça, non, ça tourne très bien. Et justement, même
Pour revenir un peu sur les résultats de 2018, quand le fait d'avoir mis en place tout ce système, d'avoir pu maximiser ma renta et d'être libre, fin d'année 2018, j'ai fait un test en fait. C'est que j'ai voyagé à travers le monde en fait, un peu partout, pour voir si mon système était vraiment fiable et ce qui se passerait, si j'étais pas là, est-ce que ça tournerait vraiment. Donc je suis parti, voilà, j'ai commencé à partir, j'ai voyagé, je suis parti au Maroc, je suis parti dans le sud de l'Espagne, je suis parti en Hongrie, à Budapest, je suis parti à Ibiza, je suis parti au Vietnam. Donc tout ça à peu près 1 semaine à 2 semaines par mois. Et pendant là toutes ces périples en fait, tout tournait comme il faut, tout tournait bien. Et je me suis vraiment dit que à travers ce que j'avais mis en place, tout ce système, c'était quelque chose qui était vraiment bien rodé et qui faisait que je pouvais être n'importe où dans le monde pour que ça tourne automatiquement sans avoir cette charge mentale. D'accord, d'accord. Et donc du coup, donc ça, tu as pu le faire parce que ça reposait. Est-ce que tu peux nous présenter les piliers de ton système en fait? Comment est-ce que les piliers et quelque part même dans les détails, comment est-ce que tu as fait pour te libérer de ce travail et surtout avoir la tranquillité d'esprit. Et qu'est-ce qui te restait à faire? Qu'est-ce que tu as délégué en totalité? Est-ce que tu peux nous présenter ton système en détail pour expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à déléguer parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, quand les gens se disent, moi, je délègue la totalité, ça passe à des conciergeries et bon, ça prend 20%. Donc après, les gens pensent, bon, ben, du coup, il faut garder une partie du boulot pour ne pas avoir à donner ces 20%-là. Et donc, du coup, on se retrouve à en faire beaucoup. Donc, est-ce que pour être entre les deux, est-ce que toi, tu peux nous présenter le système que tu mets en place pour optimiser en fait cette gestion et surtout avoir la tranquillité d'esprit qu'elle offre en fait. Oui, bien sûr. Après, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment un système qu'il faut comprendre parce qu'aujourd'hui, le problème c'est que beaucoup de gens vont penser qu'en mettant un channel manager automatisé comme ça suffit et que derrière, voilà, tout va tourner en automatique, on synchronise les calendriers, les prix et c'est comme ça. Donc en réalité, c'est vraiment la mise en place d'un système complet. Et quand je parle système complet, ça part donc de la base. Et la base pour moi, c'est déjà identifier le rôle, quel rôle on va avoir pour une location courte durée. Faut avoir toujours, quand on se lance dans la location courte durée, c'est avoir ce côté esprit entrepreneurial, avoir esprit, voilà, je pilote, je suis censé piloter, je mets en place une stratégie, un process, et je mets en place une équipe qu'il faut. Donc voilà, déléguer comme on en a parlé, hein, déléguer la partie logistique aux prestataires de services et tout ça. Mais c'est vraiment de base déjà identifier son rôle. Une fois qu'on a identifié le rôle, c'est identifier qu'est-ce qu'on va vouloir automatiser, qu'est-ce qu'on va vouloir déléguer, qu'est-ce qu'on va vouloir gérer soi-même. Et tout ça, donc dans la mise en place du système, ça part de la qualité de l'annonce. Donc c'est vraiment, pour moi, la base, si on veut vraiment avoir un système automatisé qui soit rodé, qui roule tout seul, ça passe par la qualité de l'annonce. Et quand je dis qualité de l'annonce, c'est aussi bien sur le fond que sur la forme. Parce que l'annonce, l'objectif, c'est d'y passer un maximum d'informations. Donc bien sûr, c'est pouvoir attirer les voyageurs, mais en parallèle, c'est apporter un maximum d'informations pour que le voyageur, il n'ait pas toutes ces questions à poser lors de sa réservation. C'est déjà se débarrasser, rien qu'avec une annonce bien travaillée, avec un maximum d'informations, où on voit justement une description qui est claire, propre, efficace, qui est travaillée aussi bien sur le fond que sur la forme, que des photos, elles sont professionnelles, on passe des informations par les photos, on peut se débarrasser de l'essentiel des questions posées par les voyageurs. Donc, premièrement, c'est ça. Qualité de l'annonce, information pour squeezer un maximum de questions. Après, une fois que l'annonce elle est bien travaillée, c'est mettre en place un outil qui s'appelle le Channel Manager. Donc, comme j'en ai parlé précédemment, le Channel Manager, pour ceux qui savent pas ce que c'est un outil qui va permettre de se débarrasser justement de ces tâches chronophages. C'est un outil qui permet de centraliser toute la gestion, le pilotage de ces locations au sein d'un seul outil. Par exemple, on est présent sur Airbnb, Booking et d'autres plateformes. Le fait d'être sur un Channel Manager, ça permet de rassembler toutes les annonces de ces plateformes sur un même outil. Donc avec ces outils, donc il y en a plein sur le marché, vraiment il y en a un tas. Moi, l'outil que j'utilise aujourd'hui s'appelle Beds24. C'est un outil je trouve que c'est l'outil le plus puissant sur le marché. Il n'est pas facile à prendre en main, c'est en anglais tout ça, il n'est pas très ergonomique, mais pour moi c'est le plus performant en termes d'efficacité, en termes de rapport qualité-prix.
parce qu'en termes de prix, il est vraiment pas cher. Après, pour toutes les personnes qui cherchent des outils qui sont vraiment simples d'utilisation, ergonomiques, qui sont beaux, qui font un travail minimum, voilà, il y en a un tas d'autres sur le marché, ça sera pas forcément celui-là le plus pertinent. Mais en tout cas, si on cherche à mettre un outil vraiment performant avec un fonctionnalité, voilà, full fonctionnalité et pas cher, celui-là c'est le meilleur. Et du Est-ce que coup, tu aurais un exemple de détail que Bet24 permet de mettre en place à l'inverse des autres systèmes qui sont plus simplistes? ouais, mais justement, c'est ce que j'allais détailler en termes de fonctionnalité de Bet24, c'est que bah, déjà on va synchroniser de base donc les calendriers, les prix. Sur la stratégie de prix, c'est là où il va être déjà hyper puissant, c'est qu'on peut vraiment mettre des stratégies de prix avancées. Donc on va pouvoir mettre un prix par plateforme. On va pouvoir, voilà, par exemple, si on a un trou entre deux réservations, on va pouvoir ouvrir uniquement cette partie-là du calendrier. On va pouvoir mettre voilà, comment dire, des restrictions tarifaires. Enfin, c'est pas des restrictions, mais c'est par exemple faire des baisses de nuit en automatique. Si par exemple, voilà, un client à J-3, il est pas là, il y a encore des plages ouvertes de réservation à J-3, on peut faire une baisse de tarif dégressif. Voilà, ça va être des stratégies avancées comme ça, même des stratégies de fausses promos, par exemple, en faisant monter artificiellement le prix et le faire baisser par la suite. Voilà, rien que ça, c'est par rapport au prix. On va pouvoir automatiser la communication entre les voyageurs, mais aussi avec les prestataires de services. On peut envoyer des SMS en automatique. On peut enregistrer des cautions en automatique, des encaissements en automatique. Voilà, la disponibilité du calendrier directement sur son mobile aussi. Il y a l'envoi de contrats automatique. On peut récolter les données des voyageurs aussi. Donc voilà, c'est vraiment un outil hyper complet à ce niveau-là. Et moi, c'est pour ça que je recommande aujourd'hui. D'accord, d'accord. Donc jusqu'à maintenant, pour résumer, tu fais un travail en marketing en profondeur sur les annonces. Donc ça prend, j'imagine, des émoticônes, un langage travaillé pour aider les clients à se projeter, donc des détails, comme tu l'as dit. Ils ont l'annonce. Ensuite, du coup, tu as plusieurs annonces sur plusieurs plateformes qui sont dans le même niveau de détail. Tu centralises sur un channel manager et là, tu vas pouvoir gérer ta politique tarifaire. C'est ça. C'est toute la stratégie. Moi, j'appelle ça un tunnel justement de réservation quand on met en place ce channel manager. Parce que l'idée, c'est que durant tout le process, du moment de la réservation jusqu'à son arrivée, le voyageur, il est toutes les informations nécessaires pour accéder à l'appartement, mais pas que ça. Et c'est ça vraiment qui fait la différence, en tout cas dans le système que je mets en place. C'est aussi bien viser à se débarrasser des tâches chronophages en tant que nous propriétaires, mais chercher à apporter de la valeur aux voyageurs, mais pour que déjà il arrive en toute sérénité à l'appartement. Il nous respecte parce qu'en fait c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de comment dire, d'avoir des dégâts que les gens respectent pas. Mais c'est simple. C'est aujourd'hui, on va faire une réservation. Si vous voyez que vous avez aucun suivi derrière et qu'on vous en plus vous rentrez en automatique, les voyageurs ils se disent voilà, on s'en fout, voilà, on fait notre vie, Oui. tout ça. Moi, ce que je cherche à mettre en place, c'est pendant tout le processus, il reçoit des informations et en même temps, je vais lui donner des indications et je vais lui apporter de la valeur. Et en plus de ça, il va avoir une qualité de service à l'appartement et il y a un suivi. Donc ça, c'est fait bien sûr en automatique. Et aujourd'hui, c'est voilà, c'est l'ensemble de ce système qui permet d'avoir une activité rentable sur la durée. Très clair, très clair. Rentable parce que du coup, n'échanges pas ton temps, tu as personnalisé, automatisé l'envoi des informations. Donc toi, tu es gagnant. Les voyageurs ont accès à de la valeur tout le long du processus, comme tu l'as dit. Ce qui veut dire qu'ils reçoivent un guide X jours avant d'arriver, ils reçoivent des conseils sur les restaurants. Donc il y a quand même des infos qui sont envoyées en automatique. C'est bonjour un tel, donc on peut créer une relation qui est automatisée. C'est ça la beauté du système. Créer une relation qui est automatisée pour ne pas avoir échangé son temps et donner de la valeur et de l'humain, mine de rien, parce que c'est ce que les voyageurs peuvent avoir envie aussi, parce que sinon, c'est vrai que la critique peut vite arriver s'il n'y a plus d'humain dans ce mode de réservation Airbnb. Ouais, et justement, pour revenir sur ce côté humain, par exemple, pour la seule tâche que je garde aujourd'hui, qui me prend, comme je dis, même pas 30 secondes, c'est j'envoie un WhatsApp ou un SMS le jour de l'arrivée du client. En fait, même s'il a reçu toutes les informations en automatique par mail et tout ça, le matin, je regarde la réservation du jour.
Et voilà, ça prend 30 secondes vu que voilà, j'ai directement toutes les coordonnées sur mon téléphone, pas besoin de retourner sur le channel manager pour envoyer un WhatsApp ou un SMS au voyageur pour lui envoyer par exemple les instructions d'arrivée à l'appartement. Comme ça, je sais que toute la journée, même s'il est passé au travers toutes les informations que je lui ai envoyées, il a les informations, il va pas m'appeler en plein milieu de journée pour me dire voilà comment on accède à l'appartement, comment ça se passe, etc. C'est clair. Sachant qu'en plus, ce message, il peut être personnalisable et enregistré. C'est-à-dire que tu le retapes pas à chaque fois, que tu le personnalises une fois et, enfin, tu le personnalises, tu changes peut-être le prénom, mais le corps du texte, du message, il peut être le même. Exactement, et je change même pas le prénom parce que enfin j'ai fait vraiment un message générique où voilà, voilà en trois quelques clics sur mon téléphone, il part, quoi. Bon, ben, c'est top. Et donc, grâce à ça, ben, ça permet grâce à une stratégie, en fait, voilà, donc de division d'appartements et de maximisation des revenus locatifs, de réduction des coûts, ben, ça permet d'avoir un cash flow qui est très, très, très intéressant, qui est très intéressant. Ouais, mais justement, parce que tu reviens sur le côté cash flow, et là, moi, en termes de cash flow, c'est pour ça que je partage pas trop mes chiffres avec les gens de mon secteur, parce que pour eux, c'est limite impossible de générer autant de cash flow dans le secteur où je suis. Et, euh, et c'est ça qui est important de comprendre que c'est aussi bien la stratégie d'investissement au départ qui est importante, mais aussi l'optimisation derrière. Donc, j'aurais pas eu autant de cash flow si j'avais pas mis en place ces stratégies d'optimisation, parce que justement sur la première année d'exploitation, j'avais déjà un taux de remplissage moyen supérieur à 85% déjà. J'étais déjà très bien en termes de taux de remplissage, mais c'est juste en termes de revenus générés, j'étais pas au top. Et en appliquant justement des stratégies améliorer la qualité de tout ce que je fais, qui m'a permis d'augmenter les revenus de 40% sans forcément avoir une grosse augmentation de taux de remplissage. C'est D'accord. vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Ah oui, c'est clair. Oui, oui, même tu aurais été à 100% ou à 90% de taux de remplissage. Après, en gros, il y a ou augmenter le prix ou réduire les coûts. C'est sur ces deux C'est facteurs-là ça. qu'il faut euh, et, et, et aussi faire en sorte comme tu l'as dit, gérer les prix en fonction de la période et des conditions du moment. Savoir s'il y a un trou entre deux locations, mais que ça répond pas au minimum de nuit qu'on a défini de base. Est-ce que oui ou non, on prend la décision de louer? Si c'est oui, à quel prix? Donc c'est là qu'on arrive à maximiser vraiment le cash flow et avoir des résultats différents des autres. Ouais. Et justement, comme tu l'as dit, ce côté. Après, ça, c'est toujours pareil. C'est des calculs à faire au niveau de voilà, est-ce que c'est rentable d'ouvrir une certaine période ou pas. C'est pareil. C'est comme sur les stratégies. J'en ai parlé au niveau de la baisse des prix en automatique. Ça se fait pas tout le temps. Il y a des périodes de l'année où on peut le faire et d'autres faut pas le faire. Par exemple, en plein été où on est sûr de la forte demande, moi je conseille pas forcément de faire une baisse des prix plus on arrive à la date butoir. Ça sert à rien. On sait qu'il va y avoir de la demande. Au contraire, ça serait peut-être même plus augmenter les prix Augmenter. Ouais. que de les baisser parce qu'on sait qu'il va y avoir de la demande. Peut-être en basse saison, ça peut être intéressant et encore parce que là aussi c'est le piège quand on cherche à baisser ses prix, c'est qu'on s'attire des voyageurs de moins bonne qualité. Moi, après avoir testé vraiment ces deux aspects-là, c'est que, enfin, je me rends compte, il y a beaucoup justement au niveau de la tendance actuelle, il y a beaucoup de réservations de dernière minute, et c'est pas en baissant le prix qu'on va forcément être rentable, parce que si on s'attire après des voyageurs de mauvaise qualité, on est pénalisé par la suite. C'est ça le problème. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ben écoute, ça me paraît très très clair. Et alors donc du coup, si des personnes qui voient cette vidéo veulent avancer sur la mise en place des automatismes de leur location courte durée actuelle ou future, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu donnes ces conseils? Yes, alors j'ai un groupe Facebook dédié justement Elite Location Courte Durée, où justement je partage pas mal d'infos autour de la location courte durée et investissement en manière générale, mais forte rentabilité. J'ai aussi le site internet Le Consultant BNB, donc voilà sur les activités d'accompagnement que je fais, parce qu'aujourd'hui donc j'accompagne aussi bien des propriétaires investisseurs que des conciergeries sur l'optimisation de leurs biens en courte durée. Donc aussi bien moi ce que je préfère bien sûr c'est le côté accompagnement en individuel ou en commun comme ça. Enfin je fais également du service clé en main pour ceux qui veulent pas s'occuper de la mise en place technique au niveau de l'automatisation. Donc c'est la mise en place clé en main
ou ceux qui veulent se former, justement, il y a des formations en ligne dédiées à la prise en main d'outils ou même sur l'optimisation de leurs biens en location courte durée. Donc voilà où on peut me retrouver, donc le site Le Consultant BNB ou sur le groupe privé Facebook Elite Location Courte Durée. De toute façon, je mettrai les liens en description de la vidéo. Et puis voilà, si des personnes intéressées, n'hésitez pas. C'est une valeur très sûre. Et voilà, tu veux rajouter, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Non, sur le côté location courte durée, si, enfin c'est toujours la même chose. Ce que je peux rebondir là-dessus, c'est important de quand vous faites de la location courte durée, c'est d'identifier vos objectifs et qu'ils soient clairs. Pas se lancer un peu à l'aveuglette, comme on parlait. Pareil aussi au niveau des erreurs à éviter, c'est de se comparer à se comparer à n'importe qui et penser que son activité de location courte durée est rentable en se basant uniquement sur le taux de remplissage. Donc ça, bien sûr, c'est une donnée intéressante, importante à prendre en compte, mais c'est pas ce qui va définir si votre activité est rentable ou non. C'est vraiment combien il vous reste dans la poche à la fin du mois et pas le côté taux de remplissage. Et là, ça part justement de l'identification de ces objectifs parce qu'on parle de cash flow. Mais quand on fait de la location courte durée, c'est pas forcément que le cash flow, il y a aussi cette tranquillité. Donc si on est amené à déléguer une conciergerie à autre, pourquoi pas? Donc ça correspond à notre projet de vie, projet d'avenir, et que ça n'empiète pas justement sur tous ces aspects-là. C'est clair, totalement. Faut que ce soit que l'investissement mis en place soit le résultat d'une stratégie qui répond à des objectifs qui sont clairement définis. Clairement, est-ce que oui ou non vous voulez déléguer la totalité, avoir du temps de libre ou gérer en totalité, gérer une partie du truc et derrière les résultats au-delà du cash flow, c'est surtout la contrainte de temps qui est importante parce que sinon on peut se retrouver avec des boulets aux pieds et des investissements peut-être qu'on peut regretter. Donc il faut pas faire ces erreurs-là. Et on a tous des objectifs différents. Donc il faut mettre en place des moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs personnels et pas, comme tu l'as dit, ni de comparaison. Il faut faire ce qui est bon pour vous selon vos idées. Yes. Bon, ben très bien. Ben merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Un grand plaisir et n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on clarifie des éléments qui ont été dits ou si vous voulez en savoir plus sur d'autres éléments. Mettez des commentaires dans la vidéo et on vous retrouve très bientôt. On répondra aux commentaires et sinon on vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Ciao.